L'an 4 de l'investiture du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, c'est ce 8 août 2020. Les Nations Unies, dans le souci d'avoir un monde meilleur, ont fixé 17 objectifs de développement durable pour transformer le monde d'ici 2030. Tous les pays y ont adhéré et l'ont intégré dans leur politique. Ici au Tchad aussi, on entend parler de développement durable sans en avoir une vision claire. Nous allons nous entretenir sur le développement durable avec nos illustres invités. Bienvenue, chers invités. Nous avons juste à ma droite Dr Abakar, voilà, le vice-président de l'université Roi Faisal. Bienvenue, monsieur Abakar. Merci. Juste à côté de lui, monsieur Abakar Ramadan, conseiller en charge de l'eau et de l'assainissement au ministère de l'hydraulique urbaine et rurale. Bienvenue, monsieur Abakar. Merci. Et enfin, madame Nelodi Madingar, la directrice générale technique adjointe des ressources forestières, fauniques et de la pêche au ministère de l'Environnement et de l'eau. Alors tout de suite, la question qui nous vient à l'idée, c'est comment est-ce que vous définissiez le développement durable? La notion du développement durable a commencé avec la conférence de Rio en 92 et les Nations Unies ont défini le développement durable comme un développement qui prend en compte les besoins des générations actuelles sans compromettre les besoins des générations futures. En quelque sorte, il place l'homme au cœur de ce développement. C'est à Rio, au sommet de la Terre en 1992, où le monde s'est réuni à Rio de Janeiro, sur un sommet dénommé le sommet de la Terre. Ça veut dire pour la première fois, le monde s'est réuni pour voir réellement le problème effectivement de la destruction de l'environnement causée par l'homme. Et depuis, cette notion a pris le jour. Et donc, elle a été définie par le monde que le développement durable, c'est un développement qui prend en compte les aspects environnementaux, sociaux et également économiques. Parce qu'avant cela, le monde faisait un développement sans prendre en compte l'aspect environnemental. Monsieur Wallard, 2016-2020, ça fait exactement 4 ans déjà que le maréchal du Tchad a été reconduit à la magistrature suprême. Quel bilan faites-vous? Il est censé ignorer l'importance de l'éducation dans la société. Et ici, c'est le lieu de dire et confirmer et affirmer avec toute honnêteté que l'autorité ou bien l'État a fait beaucoup durant cette période-là. Et nous avons plusieurs exemples à donner. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de l'amélioration du système éducatif sans parler de la volonté politique. Aujourd'hui, la volonté politique y est. La volonté politique est traduite à travers l'implication personnelle de son Excellence Président de la République depuis presque quelques années. Il a initié des rencontres mensuelles consacrées uniquement et dédiées à l'éducation nationale. Et dédiées aussi à tous ces problématiques de l'enseignement et l'éducation. Donc, il y a plusieurs initiatives ont été prises. On ne peut pas vraiment, d'un laps de temps, donner tout de suite le résultat, mais je peux citer trois exemples pour montrer une nette amélioration dans ces domaines-là. Par exemple, prenons le cas des constructions, par exemple, les phénomènes de construction de l'établissement de l'enseignement, que ce soit dans le niveau primaire, niveau secondaire ou niveau universitaire, que je connais très bien en tant qu'universitaire. En 1990, le Tchad comptait qu'une seule université. C'est l'université de N'Djamena. Aujourd'hui, en
en 2020, nous comptons pas mal de 20 universités et instituts supérieurs. En termes de formation des formateurs, à travers le projet Confofor, c'est-à-dire fonds alloués à la formation des formateurs, beaucoup des universitaires ont bénéficié de ces fonds-là. Moi qui vous parle, j'ai eu la chance de bénéficier de ces fonds-là. J'ai soutenu ma thèse de doctorat à l'université islamique d'Omdurman grâce à ces fonds-là. Aujourd'hui, nous comptons pas mal de professeurs, pas mal de docteurs. Donc, en termes de formation, en termes de renforcement des capacités des enseignants, il y a aussi une avancée. C'est vrai qu'il y a une nette amélioration, mais parlant de l'enseignement proprement dit, de la qualité de cette éducation. C'est pourquoi j'ai dit que le gouvernement a beaucoup fait. Le reste, c'est l'affaire des autres. Pour arriver à l'instade d'une éducation de qualité, il faut d'abord avoir des enseignants bien formés. Bien mais malheureusement aujourd'hui nos écoles, plus particulièrement je parle des écoles primaires, l'élémentaire, nos écoles tous sont remplies par des professeurs, des enseignants non qualifiés. Moi, j'ai eu à lire un rapport alarmant. 62% de nos enseignants, surtout au cycle primaire, n'ont aucune qualification, aucune qualification professionnelle. Et c'est pourquoi, voilà, comme résultat, 85% des élèves, au terme de scolarité primaire, 85% n'arrivent pas ni lire ni écrire correctement. Il progresse bien évidemment avec toutes ces lacunes. Et là maintenant, donc, s'il y a quelque chose à faire, c'est à ces niveaux-là. Ouais. Donc il faut qu'on fasse quelque chose à ces niveaux-là. Concernant l'engagement politique, l'engagement est là. Maintenant, c'est aux acteurs de prendre leurs responsabilités et de participer positivement pour un bon rendement. Madame Nenodi, 4 ans après, qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qu'on peut constater par rapport à la protection de l'environnement? Beaucoup de choses ont été faites dans le cadre de la protection de l'environnement. Et là, nous avons eu beaucoup d'appui de la part de nos partenaires techniques et financiers, tout comme nos partenaires au développement, et également pour mettre en œuvre la politique du gouvernement. Et c'est le lieu aussi de remercier les hautes autorités qui ont toujours considéré l'environnement comme une priorité. Et nous avons eu beaucoup d'apports et de soutien dans ce domaine-là. Pour revenir, nous avons des projets et des programmes qui sont en ce moment exécutés sur le terrain. Et je voudrais seulement prendre 2 ou 3 exemples phares. Si nous prenons par exemple l'oryx et l'adax, nous savons que l'oryx et l'adax ont complètement disparu de la faune tchadienne. Et le ministère, en partenariat avec African Park, a pu introduire 200 oryx. Et actuellement, à l'heure où je vous parle, il y a des naissances, des mises bas, des oryx tchadiens déjà. Nous sommes à 316 sujets en ce moment. Et l'objectif était d'atteindre 500 oryx. Et si nous prenons aussi le cas de rhinocéros, rhinocéros a complètement disparu aussi. Et actuellement, le ministère, en partenariat avec African Park, a pu introduire 6 rhinocéros. L'objectif était d'atteindre 20 rhinocéros. Et tout cela, on peut mettre à l'actif de la coopération. Tchad, Afrique Sud et Abu Dhabi. Et nous avons aussi des grands projets dans le domaine des restaurations des terres.
de la dégradation également de la biodiversité. Et je peux être limitative, mais si on veut dénombrer, c'est beaucoup plus que ça. Et le ministère, vu son caractère également transversal, a signé également des conventions et des accords avec les autres ministères également pour exécuter des activités qui relèvent des directions techniques, soit dans le domaine de la forêt, soit dans le domaine de la pêche ou bien dans le domaine de la faune. Monsieur Ramadan, on ne peut pas parler de développement durable sans parler d'eau, d'assainissement, mais également de l'habitat. Qu'est-ce qui est fait dans ce sens? Oui, je crois qu'au niveau national, tout comme au niveau de notre département, le développement durable est vraiment appliqué, certainement, parce que dans le cadre du développement durable, actuellement, l'eau et l'assainissement font partie de l'objectif 6, qui dit qu'il fallait vraiment avoir un accès universel à tous, à moindre coût. Et donc, ce qui est fait depuis l'an 4, nous avons assez fait dans le cadre de l'eau, tout comme de l'assainissement. Surtout de l'eau, nous avons au niveau de l'eau, depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui, nous avons fixé un objectif. Et cet objectif de développement, d'abord dans un premier temps, de développement disons des objectifs millénaires pour le développement, qui était terminé en 2015, on avait fixé à 60%, nous avons atteint 53%, on n'a pas pu atteindre le 60%. Pourquoi? Parce que le calcul qui était fait au départ, pour atteindre le 60%, il fallait faire 12 000 points d'eau. Nous avons fait 14 000 points d'eau, mais on ne l'a pas atteint. Pourquoi? Parce que la population a augmenté à telle enseigne que ça a faussé tous les calculs. On avait prévu en 2000, le Tchad aura 10 millions d'habitants, la prévision du schéma directeur. Mais en 2015, le Tchad avait eu entre 12 à 13 millions d'habitants et ça a faussé le calcul sur le plan statistique. Sinon, on devait dépasser, si on était avec les 10 millions d'habitants, on devait aller au-delà de 60%. Mais comme la population nous a faussé, c'est pas seulement au Tchad, mais dans toute l'Afrique. Les gens qui n'ont pas pu atteindre l'objectif du millénaire, c'est vraiment, il y a eu une croissance démographique considérable et qui a fait freiner cela. Mais n'empêche, il nous manquait 3 points, c'est pas un problème. Mais dans le cadre effectivement de ce développement de l'ODD, nous avons continué et d'ici, ça fait déjà 4 ans ou 5 ans, oui, 4 ans, nous avons réalisé plus de 4 à 5 grands projets qui sont achevés en ce moment, de l'an 4, où nous avons déjà dépassé l'objectif des 60 qui était prévu il y a 5 ans. On est aujourd'hui autour de 62% pour l'eau. Et ce qui nous a aussi valu d'investissements colossal avec nos partenaires en développement, qui sont, je peux citer quelques-uns, parmi lesquels nos grands financiers, qui sont l'Union européenne, nous avons aussi l'AFD, l'UNICEF, le fonds saoudien, le fonds émirati, la BADEA, la BAD. Et ce sont ces partenaires qui nous ont toujours aidés dans le secteur de l'eau. Et donc c'est grâce à ceux-là, et aussi la partie nationale aussi n'est pas du reste, parce que sur la contrepartie, le Tchad aussi a participé à cet effort de développement. Et aujourd'hui, nous avons fixé comme l'objectif du développement durable au Tchad pour un objectif de 80. C'était 60 il y a 15 ans. Aujourd'hui, nous avons fixé 80. Et je crois que l'objectif durable, c'est l'agenda 2030. L'agenda 2030, ça veut dire d'ici 2030, donc l'accès universel. Normalement, on devait avoir l'accès universel pour tous, dans tous les pays du monde. On avait demandé à ce qu'il y ait l'accès universel.
Mais donc cet accès, certainement, nous sommes en train de faire de notre mieux pour atteindre cet accès universel. Mais déjà, nous, dans le cadre du quinquennat, le chef de l'État avait fixé un objectif de 83, que nous sommes en phase, on peut dire, de l'atteindre, parce que déjà avec 5 ou 6 projets qui sont achevés totalement et nous avons déjà intégré toutes les données dans la banque de données, et qu'en perspective, en ce moment, nous avons plus de 10 projets en cours et que nous sommes confiants, effectivement. Si nous disons que c'est la préservation des acquis, oui, et également pour la génération future, est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a un manque quelque part? Non, pas du tout. Pour la génération future, nous avons pensé, on y pense et on y pensera. Nous sommes en train de réaliser des ouvrages durables qui vont rester longtemps, et non seulement la ressource. On pense aussi à la ressource qui est l'eau. On ne peut pas gaspiller l'eau, on ne gaspille pas l'eau. Nous sommes en train de travailler sur cet aspect avec nos ingénieurs dans le domaine de connaissances de l'eau, pour avoir une idée sur la capacité, sur la quantité de notre eau souterraine dans tout l'étendue de notre territoire, tout comme l'eau de surface. Actuellement, nous avons à peu près plus de 546 milliards de mètres cubes d'eau, donc c'est considérable. C'est pour plus de 1000 ans de consommation, voire même plus. Et donc, du côté eau, je crois que nous n'allons pas nous plaindre pour la génération future au Tchad. La protection de la faune et de la flore n'est-elle pas aussi un échec quand on regarde ce que la presse nous présente comme braconnage au niveau de l'environnement? Ces dernières années, le ministère a consenti beaucoup d'efforts pour la protection de la faune et de la flore, en mettant en place un commandement de la garde faunique et forestière qui fait la surveillance de nos aires protégées même et des forêts classées, tout comme dans les provinces. Donc, c'est vrai, il y a toujours des déboires quelque part, mais nous sommes toujours présents sur le terrain. Et la direction de forêt est représentée dans toutes les provinces, avec des agents qui sont là, qui font la surveillance également. Et nous ne faisons pas que la surveillance ni la répression, mais nous faisons également la sensibilisation. Nous essayons de dire à la population quels sont les bienfaits de l'arbre, quels sont les bienfaits des ressources synergétiques. Parce que si on regarde bien, surtout prenons le cas de la faune, avec la création de nouveaux parcs aussi, parce qu'un parc a un statut de protection intégrale. Donc actuellement, nous sommes en train le ministère est en train de vouloir créer un parc dans la réserve de Binder-Léré et un autre parc transfrontalier entre Boubadjida et Sénaoura, et également vers l'Enedi. Quelles sont les retombées pour le Tchad après plusieurs rencontres? Je veux parler par exemple de la COP 21. C'est porter une voix de façon mondiale pour la protection des ressources. Donc le Tchad ne peut pas être en partie. La preuve est que lors de la conférence des parties CITES, le Tchad a pu classer également la girafe qui est en train d'être en voie de distinction, de l'amener à l'annexe A. Monsieur Abaka, est-ce qu'on peut dire que le Tchad est arrivé à la fin de l'analphabétisme après ces 4 ans? Pour arriver à l'estade d'une éducation de qualité, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Mais qu'est-ce qu'on attend pour former ces Mais c'est ça le problème, c'est là où ces enseignants qualifiés. Mais c'est là, il faut intégrer les produits des écoles, par exemple normales. Hein? Au lieu d'intégrer n'importe qui et l'envoyer à l'enseignement sans aucune notion pédagogique, vraiment, c'est là où l'État doit faire un effort
pour observer tous ces produits d'école normale là. Il y a un adage arabe dit, hein, si vous ne possédez pas quelque chose, vous ne pouvez pas en dispenser. Ouais. Donc là, il faut un travail énorme sur ce plan-là. Il faut vraiment des enseignants qualifiés. Est-ce que c'est pas ça aussi qui fait la ruée, par exemple, pour nous-mêmes qui sommes parents, et en voyant les enfants au niveau des établissements privés, parce qu'on se dit qu'au moins là-bas, l'enfant a un certain niveau. C'est ça aujourd'hui. Ouais. Voilà, ça aussi c'est un constat amer là aujourd'hui, même les responsables. Hein, les politiciens, regardez, ils envoient leurs enfants dans des écoles privées, mais l'école publique est remplie par les enfants des pauvres. Comment voulez-vous que les choses changent? Donc, si vraiment l'État a des travaux à faire, c'est ce niveau-là. Il faut vraiment qu'on conjugue les efforts pour vraiment surmonter ces problèmes qui entravent vraiment l'avancement de l'éducation au Tchad. Monsieur Ramadan, quel est l'apport de votre ministère par rapport au développement national? C'est vrai, vous l'avez dit tout à l'heure, mais je crois que jusqu'aujourd'hui, il y a encore des coins et des recoins du Tchad où on n'a pas de l'eau potable pour les populations, ou alors l'accès est difficile. L'impact de la consommation de l'eau potable sur la population. Vous avez une population en bonne santé. Parce que donner de l'eau potable contribue vraiment à diminuer à peu près de 20 à 40% des dépenses de santé. Ça, c'est au niveau mondial. Si tout le monde consomme de l'eau potable, il y aura moins de maladies et moins de malades. Donc, vous avez une population valide qui peut peut-être travailler. L'accès à l'eau au niveau rural a beaucoup apporté. A permis à la petite fille d'aller à l'école, a permis à la dame de faire des petites distances pour apporter de l'eau. Donc, la corvée avait diminué. Ça, c'est l'aspect beaucoup plus impact sur le social. Nous avons aussi au Tchad, certaines zones géographiques sont difficiles d'accès à l'eau. Nous avons le quart de notre pays. Prenons tout l'est du pays est assis sur un socle comme à Béché. Vous voyez pourquoi les gens crient, c'est parce qu'il n'y a même pas de l'eau d'abord. Le sous-sol d'Abéché n'a pas de l'eau. Il fallait chercher de l'eau très loin et ça même, amener de l'eau à plus de 30 km et c'est de l'eau qu'il fallait amener avec toutes les technicités. Ça c'est un problème parce qu'il n'y a pas de l'eau dans le sous-sol. Tout comme Amdiaras, tout comme Fada, tout comme Umhajar ici dans le Bata, nous avons le Guéra, tout le Guéra a le même problème. Nous avons aussi le Maïkebi ouest. Pas là. Les gens, une partie de Maïkibi Est, Fianga et également Gounugaya, toute cette zone ont le même problème. Si ce n'est pas le manque d'eau de la ressource dans le sous-sol, il y a aussi dans certains endroits comme dans le lac la qualité de l'eau. Ça veut dire de l'eau très salée, ça c'est dans l'ouest, dans le lac, l'eau Kanem. Nous avons une partie du Charibagrimi qui a aussi la qualité. Donc il y a le Fitri dans le Bata. Là, on a une très mauvaise qualité d'eau qu'il fallait traiter. Des fois, c'est même intraitable. La teneur est telle qu'on ne peut pas consommer cette eau. Même vous donnez un animal, il meurt. Et donc, nous avons plusieurs problèmes. Non seulement des problèmes géologiques, il y a des problèmes chimiques aussi. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, malgré tout ça, aujourd'hui, quand même, en 90, le Tchad avait moins de 10% d'accès à l'eau. De la population avait moins de 10% de la population avait accès à l'eau. Aujourd'hui, on est au-delà de 60, c'est déjà considérable pour nous. Nous avons fait un grand bond et je crois que nous sommes sur un très bon chemin. J'espère avec les perspectives que nous avons dans le secteur, surtout au ministère actuellement, nous sommes en phase effectivement d'atteindre nos objectifs. Surtout que chez nous, nous avons un objectif clair à suivre, donner à toute la population de l'eau potable, sans exception, malgré les difficultés. Voilà, j'ai oublié aussi l'extrême sud, oui. Mbaïboukoum. Cette zone aussi avait effectivement ce problème. L'Armanaï, toute cette zone du sud aussi a ces problèmes
de ressources. Le sous-sol est granitique. Il n'y a pas assez de l'eau, ça aussi. Et nous avons aussi dans le centre sud, dans certains endroits de notre pays où l'eau est à de grandes profondeurs, dans la zone de Koro au sud. Ça aussi, c'est des difficultés inhérentes. Mais là, au moins, nous avons quand même la technologie actuelle qui nous permet effectivement d'accéder surtout à ces nappes qui sont dans les profondeurs, à plus de 200 mètres de profondeur. Madame Nenoudi, est-ce que ce manque d'eau n'impacte pas négativement sur la faune et la flore? Les ressources forestières ont besoin de l'eau pour grandir, tout comme les animaux ont besoin de l'eau pour survivre. Et c'est vrai, nous sommes dans un pays sahélien où la pluviométrie est très aléatoire. Donc nous avons besoin de l'eau pour irriguer nos plants. Et très souvent, c'est un facteur de blocage aussi pour faire des activités de reboisement à grande échelle. Et j'espère que nous étions ensemble avec le ministère de l'Environnement, de l'eau et de la pêche. Et par le dernier décret, le ministère a été scindé, mais j'espère que nous allons continuer dans la même collaboration étant transversale. Le ministère peut nous fournir des fourrages aussi pour nos plants. Mais habituellement, quand on fait des plantations aussi, on fait des fourrages. On fait des fourrages pour pouvoir arroser aussi nos plants. Monsieur docteur Wallach, n'aviez-vous pas besoin des deux pour également les enfants, les élèves au niveau des différents établissements pour avoir de l'eau potable? Et pourquoi pas? C'est pourquoi aujourd'hui nous avons un grand problème dans nos différents locaux, hein, dans les écoles, dans les universités. Il y a manque d'eau, hein, il y a manque d'eau là-bas, donc ça va être une occasion pour moi de lancer un appel à l'endroit de mes voilà, les invités pour vraiment qu'ils nous viennent en aide, quoi, au moins pour observer, pour surmonter ce problème de manque d'eau dans les établissements scolaires et universitaires. Nous allons jumper maintenant vers les femmes. Les femmes, nos sœurs dans le monde rural, sont-elles vraiment impliquées ou alors soutenues, si vous voulez, accompagnées dans ce processus de développement-là? On ne peut pas faire le développement sans la femme. Et actuellement, tous les projets que nous exécutons doivent prendre la dimension femme ou la dimension genre, comme on le dit, parce que nous sommes 52% de la population et on ne peut pas rester en marge du développement en ce moment. Donc, je pense que ça fait son chemin. Et nous sommes, je pense que ça fait son chemin. Monsieur Ramadan, généralement, dans les zones les plus reculées, ce sont les femmes et les enfants qui vont à quand même de très bonnes distances à la recherche de cette eau-là. Qu'est-ce qui est fait pour soulager ou accompagner ces femmes? Je crois que la desserte prend en compte cet aspect. Tout à l'heure, je vous ai fait savoir effectivement que l'impact social de l'accès à l'eau au niveau rural a pu diminuer la distance qu'est fait la femme et la petite enfance. D'abord, a carrément réduit le temps à la fille d'aller. Aujourd'hui, on a fixé une distance de 250 à 500 mètres. Avant, il y avait des villages où les gens partaient à 10 km pour chercher l'eau. Donc aujourd'hui, l'eau est au village. Et donc, le temps perdu pour aller chercher l'eau, aujourd'hui, la fille part à l'école, déjà au bénéfice de l'éducation. Et les femmes aussi, elles se consacrent ce temps maintenant pour l'artisanat. Avant, elles partaient carrément toute la journée. Elles partent à 5 h du matin, elles reviennent des fois vers 20 h ou des choses comme ça pour l'eau dans certains contrées. Et c'est une réalité. Aujourd'hui, je crois que ce problème est presque résolu dans notre pays. Aujourd'hui, je crois qu'il est rare qu'on va au-delà de 1 à 2 km pour aller chercher de l'eau. Donc ce problème est résolu. Nous avons réalisé plus de 18 000 points d'eau manuels et plus de 600 châteaux d'eau au niveau du Tchad. Ou si je vous dis en 90, on n'a que 3 000 pompes manuelles
et 16 châteaux. Aujourd'hui, on est à 600 quelques. Donc l'écart est considérable. Et il fallait aussi voir, il y a 20 ans, je crois qu'il n'est pas donné à n'importe qui d'aller se doucher dans le village avec de l'eau sort du mur, comme dit Jean-Michel. Donc, aujourd'hui, vous partez dans toutes les préfectures, toutes les sous-préfectures, vous avez des châteaux. Et là, c'est récent. C'est dans les 20 dernières années. Hein. Avant, il n'y en avait pas. Et donc, ce sont des réalités et c'est un effort considérable qui est fait depuis ces 30 dernières années dans le domaine de l'eau. Moi, je crois que c'est même inégalé. Vous comptez les 30 dernières années, ça veut dire de 60 à 90, on a fait 10 fois plus de 90 à aujourd'hui que de 60 à 90 dans le secteur de l'eau. D'accord, on va faire un tour de table avant de finir. Docteur Wallach, 2016-2020, est-ce que vous pensez vraiment que les promesses ont été atteintes dans le domaine de l'éducation? Oui, je peux dire oui, mais beaucoup reste à faire. Donc les promesses ont été tenues. Voilà, des moyens colossaux ont été mis sur et des investissements énormes ont été faits dans le domaine, sur le domaine de l'enseignement et l'éducation. Le reste, c'est le problème de ceux qui ont la charge de mettre cette politique en musique. Donc c'est à eux de maintenant de vraiment œuvrer pour notre pays soit vraiment parmi les pays développés, parmi les pays qui donnent vraiment la priorité à la système éducatif. Est-ce que ce n'est pas aussi à la population de s'approprier cela pour préserver? Oui. C'est une question nationale. Hein. C'est une question nationale. Donc c'est pourquoi il faut avoir la volonté nationale pour de développer l'éducation. Donc tout le monde doit s'impliquer pour arriver à un stade favorable dans ces domaines-là. Donc la population est appelée. Les techniciens, les décideurs, tout le monde doit conjuguer l'effort pour vraiment achever cette mission-là. Madame Nenoudi, quel serait votre message pour la préservation de la faune, de la flore à l'endroit de nos populations? Je dirais qu'il y a beaucoup de fonds qui ont été investis dans les projets pour la protection de la faune, de la flore et des ressources halieutiques. Maintenant, l'environnement, comme on le dit, c'est un tout. Et il faudrait que chacun doit mettre sa main dans la pâte. Il ne faudrait pas qu'on dise que l'environnement relève seulement du ministère de l'Environnement. Tout le monde doit protéger l'environnement. Tout le monde doit protéger nos ressources, puisque c'est inscrit, c'est constitutionnel, c'est dans la Constitution. Et si nous avons un environnement sain, nous vivons mieux. Autrement, nous allons nous autodétruire. Donc, j'appelle à la population de dire que ces ressources-là, c'est d'abord pour eux. Et nous venons les appuyer, nous venons les conseiller. Donc, il faudrait que tout le monde s'y mette dedans. Monsieur Ramadan, quel serait votre message pour pouvoir préserver tous ces ouvrages-là, maintenant, mais également pour les générations futures? C'est vrai, c'est des ouvrages qui ont coûté énormément de moyens à l'État. Et nous disons aujourd'hui, hier dans le cadre de la table ronde de Paris, les promesses faites à l'endroit de l'eau vraiment ont été pour nous tenues. Parce que depuis le PND donc de 2017-2021, nous avons enregistré beaucoup d'appui et surtout beaucoup de projets que nous sommes en train de réaliser en ce moment avec les études que nous l'avons disponibilisées, parce que ça c'est un atout considérable, les études. Et là nous en avons assez chez nous, et donc ce qui nous a permis aujourd'hui de mettre un bon nombre de nos projets en œuvre. Cependant, toutes les réalisations que nous faisons à travers les pays, les pompes, les AEP, surtout les addictions d'eau potable, doivent être effectivement entretenues.
Voilà la mission de l'État. L'État consiste à réaliser, donc sa mission c'est de réaliser les ouvrages dans le contrée de notre pays. Mais à la population, dans les petits centres, nous avons demandé à la population de s'organiser en comité de gestion, en association des usagers de l'eau, ainsi de suite, pour prendre vraiment la destinée de cet ouvrage mis à leur disposition. Parce que le Tchad, l'État n'a pas encore atteint l'accès universel. Ça veut dire le 100%. On est à 60%. Il y a plus de 38% de Tchadiens qui n'ont pas accès à l'eau. Donc l'objectif maintenant, la priorité est vers ceux-là, ceux qui n'en ont pas encore l'accès. Mais ceux qui ont déjà eu devaient vraiment préserver et sauvegarder cet ouvrage qui a coûté des milliards au gouvernement. Donc pour cette raison, nous demandons à ce que tout le comité de gestion à travers le pays de veiller effectivement à l'entretien, à la maintenance de ces ouvrages vraiment qui étaient chers, qui a coûté cher à l'État. Parce que nous, on avait fixé dans le schéma directeur la limite, la partie qui doit être prise en charge par la population. On ne peut pas demander à toute la population de prendre la construction d'un château. Non, tous les ouvrages qui ont une durée de vie de plus de 20 ans sont à la charge de l'État. Le forage, le château, tous les grandes canalisations qui passent souterraines, ça c'est à la charge de l'État. Mais la population doit prendre en charge le groupe électrogène. Si le groupe électrogène arrive à tomber, on pense à la population qui doit acheter. Où est-ce qu'elle trouve l'argent? C'est avec les recettes de tous les jours. L'eau est vendue. L'eau n'est pas gratuite dans tous les pays. Il n'y a même à vous payer l'eau. Il en est de même dans le village. Donc l'eau doit être payée. Et payée pour payer quoi? Pour assurer d'abord le renouvellement du groupe, le renouvellement de la pompe et payer les gens qui travaillent sur l'eau et également les robinets qui se cassent. Ça veut dire que ce sont les outils qui ne coûtent pas grand-chose, l'entretien courant. Mais pour les grandes choses, chaque 20 ans, on fait des réhabilitations. L'État fait des réhabilitations pour vraiment changer ou même faire des extensions. Par exemple, N'Djamena, en ce moment, on a un grand projet de réhabilitation qui va démarrer d'ici l'année prochaine, financé par l'Union européenne, l'AFD et le fonds néerlandais, un grand projet de plus de 40 milliards, qui va essayer de renouveler tous les anciens réseaux de N'Djamena et éventuellement aller au-delà de la ceinture. Voilà. Merci, Monsieur Abakar Ramadan, qui est conseiller en charge de l'eau et de l'assainissement au ministère de l'hydraulique urbaine et rurale. Merci également à Madame Nenodi Madingar, la directrice générale technique adjointe des ressources forestières, fauniques et de la pêche au ministère de l'Environnement et de la Pêche. Merci, Madame. Nous disons aussi merci à Dr Abakar Wala, vice-président de l'université Roi Faisal. Merci. Il était là question de développement durable par rapport à l'an 4 de l'investiture du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Bonne suite des programmes sur Télé Tchad. À très bientôt.